auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. On parle eau et électricité, entendez, distribution d'eau, distribution d'électricité. Un des plus faibles taux d'électrification en Afrique. Moins de 10% de la population congolaise a accès à l'électricité. Ça tombe même à 1% quand il s'agit de l'intérieur du pays. Comme là où nous sommes, nous faisons cette émission de Kikwit. 1% de la population donc qui a accès à l'énergie électrique à l'intérieur du pays. La RDC, c'est moins de 2000 mégawatts de production. Kinshasa en a besoin de 1300 pour la petite histoire, mais il n'en a que 450. Et le pays qui possède pourtant un tiers du potentiel hydroélectrique de toute l'Afrique, 6% du monde. Ça, c'est pour l'électricité. Pour l'eau, un tiers de la population a accès à l'eau. Le ministre précédent a promis l'accès universel pour 2030. Y arriverons-nous? Comment améliorer desserte en eau, desserte en électricité? Édition spéciale aujourd'hui avec Olivier Mwenze Moukaleng. Il est le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonsoir. Alors nous sommes ici dans la province, dans la grande province du Bandundu qui se plaint d'eau, beaucoup, mais surtout du manque d'électricité. Alors, entendu la semaine dernière ici, au cours de l'émission Le Débat, les promesses de Kakobola. Qu'en est-il ? Merci Christian, merci de me recevoir sur ce plateau ici à Kikwit. Et voilà, Kakobola, c'est un projet qui nous tient à cœur. Il est repris dans le programme d'action du gouvernement et nous tenons absolument à le mener à bout. C'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui à Kikwit. Demain, nous nous rendrons sur site. Et effectivement, le projet piétine parce qu'il a été construit en 2 phases. Il y a eu la centrale, la centrale qui est terminée aujourd'hui, mais il y a besoin d'un réseau de transport et d'un réseau de distribution pour pouvoir évacuer cette électricité dans différentes parties du Grand Kwilu. Alors pour résumer, le barrage de Kakobola c'est 10,5 MW, 6,5 MW pour la ville de Kikwit, 1,5 MW pour la ville d'Idiofa, 1 MW pour la cité de Gungu et 1 MW pour les localités riveraines de Kakobola. Comment expliquer que depuis 2018, on ait construit un barrage, que ce barrage soit à l'arrêt? On a construit un barrage, on n'a pas pensé que ce barrage pourrait ou devrait distribuer l'électricité aux populations? Alors, ce qui s'est passé avant, c'est difficile pour moi de revenir dessus, mais une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, les travaux sont en cours pour la construction de ce réseau de transport et de réseau de distribution pour les localités d'Idiofa, Gungu, comme vous avez cité, et la ville de Kikwit. Travaux en cours, qu'est-ce que cela signifie? Thierry Kambouli, je crois que c'était la question. Justement. Ça signifie qu'aujourd'hui, on a du matériel qui est ici, qui est arrivé, qui est stocké à Kikwit. Nous devons l'acheminer sur le site et bien sûr on a besoin d'accompagnement parce qu'il y a la route qui est en très mauvais état à partir de Kikwit et donc les collègues au ministère des Infrastructures et Travaux Publics vont nous assister pour nous permettre d'évacuer ce matériel vers le site pour permettre aux contractants de terminer ces travaux. Ça veut dire qu'il faut d'abord réhabiliter la route avant de penser à ce réseau de distribution? Alors ce n'est pas toute la route qu'il faut réhabiliter. Il y a des sections bien précises qui doivent être au moins aplanies. On n'a pas besoin d'une route 100%
retapée, mais on a besoin d'une route praticable parce que nous avons des transformateurs de plusieurs tonnes qu'on ne peut pas mettre sur des camions et les risquer sur une piste qui n'est pas praticable. Donc les collègues, nous avons déjà l'équipe de Moan qui construit les lignes de distribution, qui ont été en pourparlers avec le ministère des Infrastructures. Des réunions se sont tenues pour savoir exactement où sont les besoins, de façon à ce que cette route soit préparée. Et nous allons essayer d'utiliser la période sèche pour éviter bien sûr les périodes pluvieuses qui rendent l'accès beaucoup plus compliqué. La période sèche, nous y sommes, Monsieur le ministre. Mais nous venons, heureusement pour nous, de faire cette route. Mais il n'y a même pas un semblant de début de travaux de réhabilitation. Parce que c'est justement, je vous ai dit qu'il n'y a pas une semaine qu'on a eu cette réunion. Et maintenant, ils sont à un pays d'œuvre. C'est-à-dire que la réhabilitation de cette route est déjà prévue dans un plan gouvernemental, mais de façon urgente pour permettre au projet Kakobola de voir le jour, il y aura des points chauds, comme on a dit, qui vont être aplanis, qui vont être réhabilités de façon à ce qu'on puisse évacuer le matériel. Donc avant de constater que la route dans son état actuel ne pouvait pas permettre l'acheminement du matériel, il y avait déjà un retard dans la réalisation de ce projet. Oui, certes. Dû à quoi ? Il y avait un retard dû au fait que... Bon, il y a plusieurs choses. On vient de passer quasiment 2 ans d'année Covid. Vous savez que la compagnie qui est contractée pour réaliser le projet Kakobola est une compagnie ce sont des Indiens, parce qu'on est en partenariat avec le gouvernement, la République de l'Inde. Et donc, pendant quasiment une année, il n'y avait pas de mouvement entre la RDC et l'Inde. Donc, il y a eu, bien entendu, les 2 années Covid qui ont plombé le projet, mais il y a eu d'autres choses avant dont je ne vais peut-être pas mentionner, ici, parce que voilà, nous on arrive il y a 12 mois et on fait un état des lieux et on reprend à partir de là pour essayer de faire avancer. Revenons à 2018, les travaux de construction de cette centrale se terminent. En 2018, la route était encore viable. Aujourd'hui, on a parlé de dédouanement du matériel. Le ministère des Finances semble l'avoir fait, vous confirmez, le matériel à la réalisation de cette ligne de distribution. Vous confirmez que les exonérations ont été obtenues ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le matériel doit bénéficier d'une certaine exonération, parce que c'est dans le cadre de la promotion justement des projets énergétiques. Et donc, il y avait des incompatibilités, on va dire, entre les services du ministère des Finances, notamment à la douane, l'OCC. Mais aujourd'hui, c'est résolu. Effectivement, il y a un engagement du ministère des Finances pour résoudre toutes ces questions d'exonération, de façon à ce que le matériel ne traîne plus en entreposage à la douane et qu'il soit évacué le plus rapidement possible. Donc on avait du matériel utile à la nation qui était bloqué du fait d'une incompatibilité entre votre ministère et le ministère des Finances. Nous savons aussi que la République démocratique du Congo devait payer une part à la réalisation de ce projet, contrat conclu il y a une quinzaine d'années à peu près entre l'Inde et la RDC. Est-ce que la République démocratique du Congo a payé l'enveloppe ? Cette question fait partie de cette conversation, de toutes ces conversations que nous avons avec le ministère des Finances. Aujourd'hui, il y a un engagement ferme de la République démocratique du Congo à travers le ministère du Budget et des Finances pour s'acquitter de cette contrepartie gouvernementale pour pouvoir permettre à ce projet de voir le jour. Alors, quand vous voyez la fin de toutes ces péripéties et le courant à Gungu, le courant à Idiofa,
le courant à Kikwit? Alors, je me rends justement sur les différents sites demain et après-demain pour faire un état des lieux et un état d'avancée des travaux. Mais selon les experts, les estimations sont de penser que d'ici la fin de cette année, on pourra voir Kakobola tourner et la puissance de 10,5 MW évacuée vers Kikwit, Gungu et Idiofa. Monsieur le ministre, on ne semble pas pressé au niveau du gouvernement. Je sais que vous avez hérité de ce dossier, mais vu l'urgence, vu les conditions dans lesquelles, ou vu l'attente de la population, depuis le lancement de ce projet, le barrage est terminé, finalement 4 ans après, rien, mais on ne vous sent pas très pressé dans la finalisation de ce projet. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je pense que le gouvernement est pressé de voir les populations du Grand Kwilu bénéficier d'électricité. Et c'est pour ça que nous mettons tout en œuvre. Mais après, ce que vous devez savoir et ce que moi j'aimerais que la population sache, c'est que le domaine énergétique est un domaine très technique. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Dans des projets comme ceux-ci, qui sont des projets intégrés, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Comme je vous ai dit, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes logistiques. Aujourd'hui, par exemple, avec la Covid-19, on acquiesce des gros problèmes dans tout ce qui est logistique. Il y a beaucoup de retard. Le dédouanement du matériel, ce n'est pas un problème de Covid. Ça c'est la partie gouvernementale. Donc ça, effectivement, ce sont nos services. Mais d'une manière générale, il y a eu plusieurs choses qui ont retardé le projet. Mais aujourd'hui, ce que moi je veux que la population retienne, c'est que nous sommes à pied d'œuvre pour voir ce projet voir le jour. C'est une volonté particulière du chef de l'État et je pense qu'il sera dans la province bientôt pour le dire de vive voix à la population. Le président de la République arrive dans la province. Il est prévu qu'il fasse une visite dans le Kwilu, comme il a été prévu aussi qu'il fasse une visite dans le Grand Équateur. Au mois de juin. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien les dates à ce stade, mais je pense il arrivera pour finalement lancer le projet ou pour promettre à nouveau? Il vient dans le cadre de visite de la population. Le président de la République est le président de tous les Congolais. Il se doit de voir tous ses compatriotes. Et donc, s'il a fait des visites dans le Grand Kasaï, il doit venir aussi dans le Grand Kwilu. On sait qu'il peut faire de l'itinérance, mais dans le cas précis de ce projet, à son arrivée, ça sera pour le lancer enfin ou pour promettre à nouveau que bientôt il sera opérationnel? Je vous ai donné le chronogramme des travaux. On a parlé de fin d'année. Donc, je ne connais pas l'emploi du temps du président de la République, mais s'il vient en fin d'année, il pourra lancer les travaux. Mais s'il vient avant, eh bien, il viendra pour s'adresser à la population qui verra effectivement que les travaux sont en cours. On le voit ici et on le verra dans les mois qui suivent parce que ça va être intensifié justement avec l'assistance des autres services, des autres collègues pour évacuer le matériel et pour aplanir et apprêter la venue du matériel pour finaliser le projet. Il viendra ici à Kikwit, il viendra dans le Kwilu, ou il viendra de Kinshasa vers le Grand Bandundu, via notamment Kenge, où à 45 km de là, à Bukangalonzo, le courant, une importante quantité de courant est inexploitée, alors que la ville est dans l'obscurité. Alors, il faut expliquer clairement à la population que il n'y a pas du courant qui est inexploité à Bukangalonzo. Qui est disponible. Il y a une sous-station qui a une capacité d'accueil, d'une certaine capacité d'accueil, qui pourrait servir à électrifier la ville de Kenge
et peut-être d'autres villes du Grand Kwilu. Et donc, c'est cette opportunité que nous allons exploiter. D'ailleurs, il y a eu une décision en Conseil des ministres initiée par le chef de l'État pour que nous remettions la sous-station du parc agropastoral de Bukangalonzo à la SNEL, de façon à ce que la SNEL puisse développer le programme et pouvoir tirer une ligne pour alimenter la ville de Kenge. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours. Qui est en cours, c'est-à-dire, Monsieur le ministre ? C'est en cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu la partie administrative où il fallait que la SNEL reprenne la sous-station. Ça a été fait. Et maintenant, il y a eu des études de stabilisation du site. La SNEL devait prendre en main le matériel parce que la sous-station a été construite depuis un certain temps. Elle n'a jamais été utilisée, donc il fallait la remettre à niveau. Et après, effectivement, planifier le sous-tirage ou en tout cas l'évacuation vers la ville de Kenge. Pourquoi vous avez décidé que la SNEL reprenne l'initiative ? Parce que la sous-station était sous couvert du ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Agriculture n'est absolument pas habilité à lancer des projets énergétiques. La seule branche étatique qui peut gérer ça, c'est la SNEL. La SNEL, vous le savez, le gouvernement congolais est actionnaire majoritaire, on va dire, dans la SNEL. Et donc, il fallait que... et en plus de ça, la SNEL a l'expertise. Elle a l'expertise, elle a le matériel pour effectuer ce genre de travaux. Dans un marché concurrentiel ouvert à tous, pourquoi faire appel à une SNEL qui, par plusieurs endroits, n'est pas à la hauteur des attentes ? Je pense qu'il faut séparer les choses. Déjà, le fait qu'on remette à la SNEL le projet, voilà, c'est une décision gouvernementale. Nous sommes un gouvernement, nous avons des institutions, des établissements publics au sein du gouvernement que nous devons utiliser. Et puis, pourquoi faire appel à d'autres alors que nous pouvons le faire nous-mêmes ? Les questions par rapport à la SNEL, comme vous dites, ce sont des questions qui sont très très larges. Et moi, je veux bien qu'on passe un peu de temps à débattre, mais ça va être long. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer à la population aussi. La SNEL, pour qu'elle soit effective, elle a besoin de moyens. Aujourd'hui, nous le savons tous, le plus gros créancier de la SNEL, c'est le gouvernement congolais. Et donc, il y a beaucoup de manque d'effectivité de la SNEL qui vient du fait qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Nous allons en parler, monsieur le ministre, donc, justement. Il n'y a pas que la SNEL, il y a aussi la régie des eaux sur laquelle... Mais je voudrais qu'on reste sur ce projet de manière concrète. Vous avez bien dit que vous gérez un secteur purement technique. Oui. Maintenant qu'au plan administratif, vous avez passé le relais à la SNEL, qu'est-ce qui reste à faire et combien cela va coûter l'évacuation de l'énergie électrique de Bukangalonzo à la ville de Kenge ? Et si possible, quand est-ce que la population de Kenge pourrait bénéficier de cette énergie ? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il y a bien sûr des évaluations techniques, il y a des études qui ont déjà été faites, mais je pense que ces études doivent être réactualisées, parce qu'on doit toujours réactualiser les études. Mais principalement, ce qui va manquer maintenant, c'est le financement. Parce que, voilà, pour tirer des lignes, on doit le faire en 2 temps, c'est-à-dire d'abord approvisionner la ville de Kenge. On va le faire en moyenne tension. Pour combien en termes de financement ?
Ça doit avoisiner à peu près à 5 ou 6 millions de dollars, je crois, pour tirer les lignes jusqu'à Kenge. Jusqu'à Kenge, en moyenne tension. Mais après, il y a possibilité aussi, étant donné que la sous-station a une capacité d'accueil assez large, de tirer des lignes en haute tension jusqu'à Kenge de façon à ce qu'on puisse évacuer aussi cette puissance vers d'autres villes, notamment Masimanimba. Ça va demander combien ? Un peu plus de 35 millions, je crois, 35 millions de dollars. Je parle sous réserve des experts de la SNEL qui ne sont pas avec moi. Et pour le moment, quelle option vous avez levée ou qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que vous venez de dire qu'il va manquer des moyens. Ça veut dire que ces 5 millions pour évacuer l'énergie jusqu'à Kenge, vous ne les avez pas, le gouvernement n'a pas levé l'option de les débloquer. Alors, la première option, bien entendu, c'est il faut commencer. Je pense que ce que nous devons faire et ce que nous devons apprendre à faire, c'est d'avancer à petits pas. Dans un premier temps, électrifier Kenge, qui est tout à fait à portée de main. Et puis après, éventuellement, voir la possibilité d'électrifier d'autres... Vous êtes encore dans la logique du possible ou on parle de faisabilité, monsieur le ministre ? Votre question, elle est un petit peu ambiguë. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des études qui sont faites. Oui. Il y a possibilité d'électrifier Kenge et nous nous activons parce que justement, on voit bien qu'on a... On a déjà fait le premier pas, mais après, le reste, ça va dépendre des finances, ça va dépendre d'autres choses que je ne peux pas... Mais justement, monsieur le ministre, excusez-moi, ce n'est pas ambigu, mais pour le précédent barrage, vous avez été plus clair dans vos estimations et sur les décisions du gouvernement. Mais concernant l'évacuation de l'énergie de Bukangalozo à Kenge, ça va se faire. Vous ne semblez pas nous dire clairement si le gouvernement a levé l'option, si ça sera fait, à quelle échéance. Vous semblez un peu hésiter. Non, pour Kenge, c'est pour ça qu'il y a eu cette décision de remettre le poste à la SNEL et d'évacuer l'électricité vers Kenge. Ça va se faire. Quand ? Après, les délais, je ne les ai pas encore. Mais pour l'autre projet qui est beaucoup plus onéreux, là, il faut attendre. Il y a des discussions qui vont être en cours et elles pourront être données en temps utile. Nous en parlons parce que ça fait partie des préoccupations des populations de Kenge. C'est une chance pour nous de vous avoir ici durant notre tournée parce qu'à Kenge, la population... Mais à Kenge, c'est résolu. Justement. Je vous ai dit qu'à Kenge, le chef de l'État a demandé à ce que nous remettions le poste, la sous-station de Bukangalozo à la SNEL pour que nous puissions finaliser ce projet pour l'évacuation de l'électricité vers Kenge. Ça, c'est acquis. C'est acquis. Après, le chronogramme, je ne l'ai pas encore. Dès que je l'aurai, je vous inviterai pour vous le donner. Alors, entrons un peu plus maintenant, sortons du Grand Bandundu, entrons plus maintenant dans la politique de votre gouvernement, dans ce que vous planifiez de faire par ce cas de Bukangalozo. La RDC, c'est moins de 2000 mégawatts de production électrique. Kinshasa en a besoin de 1300. Il ne peut en avoir que 450 parce que justement, le même problème de distribution se pose dans la capitale. L'électricité que vous allez prendre de cette sous-station, l'électricité viendra d'Inga. Est-ce qu'il ne posera pas problème sur d'autres points, comme on nous l'a semblé dire? Il n'y a pas assez de production. Si on en prend un peu pour Kenge, on risque d'en léser d'autres. Alors, si on parle d'une manière générale, la RDC, effectivement, nous avons un manque de production. Nous sommes en déficit, c'est clair. Et ça, c'est malheureusement le résultat d'une mauvaise planification parce que pendant les 20 ou 30 dernières années, il y aurait dû avoir des projections par rapport à la croissance démographique dans les villes
mais aussi dans les zones rurales et périurbaines. Et donc aujourd'hui, nous sommes clairement en déficit. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre. Moi, je pense que les problèmes énergétiques ou les problèmes de l'eau en RDC, il faut les circonscrire comme production et puis, bien entendu, la distribution. En termes de production, nous avons les grands projets hydroélectriques ou des projets solaires aujourd'hui. Et aussi, et je pense que c'est là que nous allons faire la différence, multiplier les petits projets. Les petits projets, par petits projets j'entends les micro-centrales, les petites centrales photovoltaïques. Multiplier ces projets de façon à ce qu'on puisse d'abord décentraliser, parce que les grands projets sont figés, et après il faut évacuer. On a le problème avec Kakobola, on a le problème avec Katende, on a le problème avec toutes les grandes centrales hydroélectriques parce qu'elles sont figées, et après, c'est un coût important pour évacuer vers différents centres. Alors qu'avec des petits projets, des mini-centrales, des micro-centrales, on peut très rapidement, avec des petits réseaux, électrifier ou desservir en eau des contrées et petit à petit interconnecter ces réseaux pour avoir un réseau intégré. Donc ça c'est la première chose. Mais après, pour l'existant, je pense qu'on doit mieux gérer ce qui est existant. Comment cela mieux gérer ? Mieux gérer, c'est-à-dire on doit viabiliser notre réseau de distribution. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de pertes. Les pertes, c'est pas seulement les connexions illégales, mais c'est aussi toute cette énergie qui est gaspillée, parce qu'aujourd'hui, le Congolais n'est pas mis face à sa consommation. On a besoin de comprendre qu'une ampoule allumée, c'est de l'énergie qui aurait pu servir à autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de par la loi de 2014, on doit passer à la facturation prépayée. On doit cesser en tout cas avec la facturation forfaitaire. Parce que la facturation forfaitaire ne favorise pas la gestion de cette ressource. Mais la facturation prépayée pose aussi problème. Quand on sait que, notamment pour l'alimentation de sa distribution, les points de vente ne sont pas multiples. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de résoudre. D'ailleurs, il y a un plan on doit passer à la digitalisation des paiements, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être résolu. Il y a aussi une deadline pour ça qui a été donnée. Au 31 décembre, par le gouvernement. Fin de l'année. Moins de 2000 mégawatts, je disais tout à l'heure, avec tous ces micro-projets qu'on pourrait d'ailleurs aussi, plutôt que de payer 5 millions de dollars à Bukangalonzo appliqué à Kenge, il serait plus rapidement mis en marche. Ces micro-projets pourraient porter la production du Congo à combien de mégawatts ? Parce que à ce stade, il n'y a que 10% de la population qui a du courant, 1% à l'intérieur du pays. Je vous avoue que je n'ai pas les chiffres là sur place, mais je sais qu'en multipliant ces mini-projets, on peut très 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 facilement réduire la fracture énergétique que l'on a en ce moment. Monsieur le ministre, concrètement, dites-nous, vous venez de reconnaître tout à l'heure que le gouvernement doit énormément d'argent à la SNEL comme à la Régie des eaux. Concrètement, combien le gouvernement doit-il à ces deux entreprises et qu'est-ce qui est fait dans le sens d'améliorer sensiblement la desserte en eau et en électricité de manière générale en République démocratique du Congo? Améliorer ou apporter, parce qu'il y a des zones qui sont
totalement des trous noirs où il n'y a jamais eu d'électricité, mais il y en a où, avant c'était mieux. Aujourd'hui, le terme délestage est entré dans le langage des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que vous faites de manière concrète pour aller vraiment dans le sens de l'amélioration? Il y a plusieurs choses. D'abord les chiffres, si vous les avez, s'il vous plaît. J'ai demandé combien le gouvernement doit. Je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres en tête pour ce qui est le dû de la SNEL. À Kinshasa, le directeur provincial parlait de dizaines de millions. Certainement. Rien que pour Kinshasa. Certainement. Régie des eaux. C'était Régie des eaux. Alors moi, j'ai pas les chiffres, mais je suis tout à fait ouvert, et je pense que c'est pas des choses qui sont pas ouvertes à tout le monde. On peut les trouver, mais ce que je veux dire, c'est que pour résoudre le problème, il y a plusieurs choses. Au niveau de la SNEL et Régie des eaux, il y a une réforme qui a été entamée, et cette réforme justement vise à une meilleure gestion de ces deux entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris que la SNEL, c'est la production, c'est le transport, c'est la distribution et c'est la commercialisation. Et aujourd'hui, il faut des efforts sur la commercialisation. Parce que ça ne sert à rien de produire énormément si au niveau de la commercialisation, de la distribution et de la commercialisation, on va avoir autant de pertes, on ne va pas savoir recouvrer, etc. Il faut un meilleur recouvrement de la SNEL ou de la Régie des eaux, notamment auprès du gouvernement alors. Oui, c'est-à-dire que c'est tout ça. Moi, je propose des solutions, aussi d'autres solutions par rapport à ça. Mais il faut une meilleure gestion, et donc il y a cette réforme qui doit se faire. Mais ensuite, au niveau du gouvernement, ce que nous avons établi, c'est que on doit aussi on doit mettre des mesures en place pour électrifier les zones rurales et périurbaines. D'où la création d'ANSER, l'Agence nationale des services énergétiques en zone rurale et périurbaine, qui vise justement à électrifier les zones rurales et les zones périurbaines. Les zones périurbaines, on parle de tous ces quartiers qui naissent autour des grandes villes, comme à Kinshasa par exemple, qui effectivement n'existaient pas il y a 5, 10, 15 ans et qui ont besoin aujourd'hui d'être électrifiés. Et donc ANSER vient en appui pour se charger de cette part. Mais après, il y a un secteur qui est libéralisé, un secteur qui vise à attirer des investissements étrangers qui vont nous accompagner aussi, et c'est sur ça que nous misons pour réduire. Ça, ce sont des solutions à court, à moyen ou à long terme? Parce qu'il y a urgence, monsieur le ministre, nous sommes au 21e siècle. Elles sont à court, à moyen et à long terme, comme vous avez dit. Sur le très court ou moyen terme, vous avez parlé d'investisseurs ou de la recherche d'investisseurs dans un marché qui est libéralisé, notamment celui de l'électricité. On voit que ça marche avant Goma, même à Chikapa. Mais pourquoi on ne voit pas beaucoup plus d'investisseurs, notamment à Kinshasa, où là, il y a un très 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 gros problème de distribution d'électricité? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que Kinshasa, il y a eu des investissements. Il y a des projets qui sont en pipeline. Il faut juste qu'ils aboutissent. Ça, ce serait surtout sur la distribution ou sur la production aussi à Kinshasa? C'est-à-dire que ce serait tout. Ce serait la production et pas tellement la distribution. Pour l'instant, c'est surtout la quantité. Là, on a besoin de combien? On a besoin de combien? On a besoin, pour Kinshasa, comme vous avez dit tout à l'heure, on parle on estime les besoins à 1300 mégawatts. Et donc, le manque à 1000 mégawatts. Voilà, un manque de à peu près 1 gigawatt. Au fait, puisqu'on parle de manque, Zongo 2 est fini aussi? Zongo 2 est fini. C'est 200 mégawatts, si je ne me trompe pas, ou une centaine de mégawatts. À quand la distribution de Zongo 2 à Kinshasa et au Congo central? Alors Zongo 2, c'est 150 mégawatts. Et la ligne, encore une fois,
le même problème que Kakobola. La centrale avait été conçue et les lignes de transport n'avaient pas été finalisées. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, il y a peu de temps, je crois, c'était l'année dernière, en septembre, si je ne m'abuse, nous avons lancé aux côtés du chef de l'État la pose de la pierre de la sous-station de Kinsuka, qui va accueillir justement la puissance qui viendrait de Zongo 2, mais Zongo 2 et Zongo 1, parce qu'aujourd'hui Zongo 2 et Zongo 1 sont interconnectés. Et donc on aurait d'ici l'année prochaine, on parle du premier semestre de l'année prochaine, l'électricité qui viendrait de Zongo pour alimenter la ville de Kinshasa. Revenons à l'eau, la RDC, c'est seulement 30% des Congolais qui ont accès facile à l'eau potable. Eustache Mwanzi, votre prédécesseur qui parlait en 2020, il s'agit d'un défi énorme que le gouvernement congolais doit relever. Ambition, remonter jusqu'à l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030. Là, on parle de 8 ans. Doter 70% de la population en eau, en 8 ans, c'est possible ? Je pense que c'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que la desserte en eau est très très liée à la desserte en électricité. La plupart, par exemple, des centres de production de la Régie des eaux sont des centres thermiques. Donc ils dépendent de groupes électrogènes. C'est pour ça qu'ils sont à l'arrêt. Et donc, voilà, avec la multiplication des projets, comme on a dit, que ce soit des micro-centrales hydroélectriques, des parcs solaires, ou tout simplement l'autonomisation des centres de production de la Régie des eaux, on peut arriver à retourner la balance. Oui, mais vous ne nous dites toujours pas à quel délai. Votre prédécesseur parlait, lui, de la couverture universelle, la distribution universelle d'ici 2030. Est-ce que le système électrique sera à même de faire face ou de relever ce défi ? Pour l'eau. Pour l'eau ? Ah bah oui, puisque vous dites que les deux sont liés. Pour donner de l'eau à tout le monde, il faut qu'il y ait de l'eau partout, de l'électricité partout. Je pense qu'on aura... On a beaucoup parlé de Bandundu. Je vois que en 10 ans, il n'y a qu'une centrale qui a été construite au Congo. Donc, il en faudra beaucoup plus en 7 ans pour que la distribution universelle de l'eau à la RDC. Non, je pense qu'il y a d'autres solutions. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps des investisseurs qui proposent des pompes solaires. Il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre en jeu. Je pense que c'est là où aujourd'hui la RDC doit faire preuve de beaucoup d'innovation dans les techniques, etc. Et donc, je pense qu'on peut y arriver. Avec les nouvelles techniques et les techniques modernes, on peut arriver. Alors, dans les zones rurales, nous avons le développement rural, le ministère du développement rural qui s'active aussi avec des forages, mais dans les villes, effectivement, il nous faut plus de stations de traitement d'eau. Pour la ville de Kinshasa, par exemple, la ville de Kinshasa, on estime une demande d'environ 1 million de mètres cubes par jour, alors qu'aujourd'hui, on en a quasiment la moitié. Mais nous avons 2 grands projets qui s'activent, qui vont être prêts d'ici la fin de cette année. Il s'agit du projet Ozone et du projet Lembaimbu. Et les 2 projets ensemble vont apporter à peu près, lorsque toutes les phases seront terminées, ce sont des projets qui se font en phase. Là, nous sommes sur les premières phases, mais dès que toutes les phases seront terminées, nous aurons à peu près 500 000 mètres cubes jour pour la ville de Kinshasa. Donc on pourra dire qu'on aura plus ou moins résolu le problème de l'eau à Kinshasa. Si la population n'a pas augmenté d'ici là. Mais la fin de ces phases, c'est à quel horizon ? Vous parlez de plusieurs phases, nous sommes au début des phases. La première phase pour le projet Ozone, je pense que nous serons prêts d'ici la fin de cette année. Et pour le projet Lembaimbu,
il s'agit de aussi plus ou moins vers la fin de cette année. Mais le demi-million disponible, ce sera d'ici à quand ? Ce sont des projets avec des financements et donc il y a des prérequis. Une fois que ces prérequis seront établis, là on pourra déterminer le lancement et l'accomplissement des autres phases. Ça, ce n'est que pour Kinshasa. Est-ce que le gouvernement, puisqu'il est national, pense aussi à d'autres provinces ? Parce que nous avons été au Congo central, nous avons été au Kwango, puis au Kwilu. Il y a des endroits où la régie des eaux n'existe pas du tout. Oui, effectivement. Et c'est comme j'ai dit, la régie des eaux n'existe pas, mais aujourd'hui, on a un plan d'action, on a le projet, le programme de développement des 145 territoires qui va venir en appui aussi. Ce programme vise aussi à résoudre des problèmes, des questions énergétiques dans tous les 145 territoires. Et donc, voilà, le programme des 145 territoires, c'est un programme national. Et justement, donc, le gouvernement pense à toute la République. Monsieur le ministre, ce sera peut-être ma dernière question parce qu'on est arrivé à la fin. Plusieurs de vos prédécesseurs ont promis avec hargne, avec détermination, avec des paroles séduisantes, l'amélioration sensible en dessert, en eau et en électricité à travers le pays. Mais à chaque fois, nous retombons ou nous revenons sur les mêmes problèmes. Là, vous avez évoqué plusieurs projets, des plans d'action, mais concrètement, quand on voit la République démocratique du Congo, un trou noir au cœur de l'Afrique par rapport à d'autres pays voisins où l'électricité, l'eau ont quasiment été banalisées, qu'est-ce que ça vous fait et qu'est-ce que vous, en tant que membre du gouvernement responsable de ce secteur, pouvez promettre concrètement aux Congolais qui s'en inquiètent et qui en souffrent au quotidien? Il est certain que c'est triste. C'est vraiment triste et je pense que avant d'être ministre des Ressources hydrauliques et électricité, je suis citoyen congolais, donc je suis aussi affecté par ces problèmes d'eau et d'électricité. Lorsque nous rentrons chez nous, que ce soit moi, les membres de mon cabinet ou les agents du ministère, nous ne sommes pas épargnés par le délestage et par l'eau. Et donc, il y a vraiment une réflexion qui doit se faire. Et cette réflexion, nous l'avons commencé en ayant une politique nationale énergétique que nous mettons à jour. C'est une politique qui nous dirige justement. Il faut un plan, il faut une vision, il faut un plan d'action et puis il faut une méthode pour la mettre en marche. Je pense que ce qui a manqué justement, c'est cette planification sur les années prochaines. Donc, c'est ce que nous mettons en marche. Et moi, vous parlez de promettre. Tout ce que je peux dire, c'est que nous mettons au travail et nous allons d'abord essayer de finaliser les projets qui sont en cours, qui sont inachevés, et puis mettre en marche d'autres projets, comme j'ai dit, promouvoir les petits projets de façon à ce qu'on puisse réduire. Parce que vous savez, il suffit de quelques kilowatts, on ne parle même pas de mégawatts, de quelques kilowatts pour électrifier un village. Et de là, si on additionne 1 plus 1, ça fait 2. Et puis effectivement, on aura réduit cette fracture. Donc, moi, aujourd'hui, tout ce que je demande à la population, c'est aussi de faire leur part, parce que dans tout ce que nous disons aujourd'hui, nous avons vu des populations, en tout cas des compatriotes occuper les servitudes de la SNEL, de la Régie des eaux.
c'est un gros problème aussi qu'il faut adresser parce que il y va de l'intérêt commun de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, on a des problèmes dans les zones de captage, tout simplement parce que les gens se sont mis autour des zones de captage qui sont des zones protégées. Et aujourd'hui, on ne sait pas desservir 17 millions d'habitants, tout simplement parce que quelques personnes ont occupé des zones qui sont interdites. Et donc, il y a la part gouvernementale, mais il y a la part de chacun des Congolais aussi par rapport à ce qui doit être fait. Il y a juste ces chiffres. Le gouvernement, il y a 1 an, pour aider, parce qu'on ne les a pas évoqués, il y a 1 an, le gouvernement devait plus de 235 millions de dollars américains à la SNEL et à la Régie des eaux. Ça, c'était il y a 1 an et le gouvernement s'était promis de payer ces factures pour permettre à ces entreprises de décoller. Mais voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Cette édition spéciale arrive à sa fin. Nous recevions Monsieur Olivier Mwenze Moukaleng, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, pour faire le point. 10%, 1% accès à l'électricité, 30% accès à l'eau. Pour terminer, on va vous donner on va vous laisser parler. À quand de meilleurs chiffres? Je pense qu'on est à pied d'œuvre. Donc, vous allez déjà pour la population de Kinshasa, on verra les résultats d'ici l'année prochaine, étant donné qu'on arrive à évacuer l'énergie qui vient de Zongo. Et puis aussi dans le secteur de l'eau avec les 2 gros projets qu'on a. Et puis après, pour le reste de la population, c'est une planification qui se fait en ce moment. Et donc, moi, je reste optimiste. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. L'actualité continue sur votre radio et sur sa chaîne YouTube. À très bientôt. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.